Aujourd'hui, on va commencer par parler d'antisémitisme. On va parler des assises de lutte contre l'antisémitisme qui ont eu lieu il y a 10 jours. Les actes antisémites sont en hausse dans notre pays. On a des experts avec nous qui, sur la base de faits, vont pouvoir nous aider à y voir plus clair. Et puis en deuxième partie, on va complètement changer d'ambiance. On va aller sur un ring. Alors pas littéralement, on ne va pas quitter nos canapés, je vous rassure. Mais on va parler de catch, un sport unique s'il en est, dont on parle assez peu, mais qui se fait une place et qui a, c'est certain, un public français. Là encore, on aura des pratiquants, des connaisseurs de longue date qui nous rejoindront. Ce sera dans 1 heure pour en parler. Vos questions, évidemment, sont même pas bienvenues. En fait, j'ai envie de dire essentielles. Ici, c'est aussi un espace de discussion. J'ai pas vraiment besoin de vous le dire, parce que vous le faites de vous-même. Je vous vois débattre des fois dans le chat sur des sujets presque à part, qui n'ont pas forcément de lien direct avec ce qu'on est en train de dire au moment T. Et ça, c'est cool. Mais qui dit discussion, je me permets de le rappeler, dit respect. Respect des autres et respect de la loi. Merci en tout cas à tous de votre présence. On va pouvoir démarrer. Je vais d'abord vous présenter nos invités puisque j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Dominique Sopo. Bonjour Dominique. Bonjour. Donc, tu es présidente de SOS Racisme. À côté, Nona Mayer. Bonjour. Chercheuse en sciences politiques et spécialiste de sociologie électorale et notamment de l'extrême droite, du racisme et de l'antisémitisme. Et puis enfin Jonas Pardo. Bonjour. Bonjour. Tu es formateur contre l'antisémitisme, militant et membre du collectif Golem. Bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être là avec nous. On va faire un tout petit retour en arrière, comme je le disais. Un retour à lundi la semaine dernière, c'était le 6 mai, où ont donc eu lieu les assises de lutte contre l'antisémitisme. Elles étaient présentées par Aurore Bergé, qui est notre ministre chargée de la lutte contre les discriminations, comme une réponse à l'explosion, c'est son mot, des actes antisémites en France. Autour de la table, il y avait plusieurs associations, comme entre autres la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, ou SOS Racisme, il me semble, et des représentants des 6 principaux cultes. Je vais peut-être commencer par me tourner vers Dominique, donc vous y étiez, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, ces assises? À quoi ça ressemblait? Alors, ces assises ont effectivement été appelées ou convoquées, si je puis dire, par la ministre Aurore Bergé, comme vous le signaliez, qui est une ministre chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les discriminations, et qui, sur la base de l'explosion des actes antisémites qui ont eu lieu en France, notamment après le 7 octobre, avait émis le souhait de réunir 2 séries d'acteurs, donc 2 tables rondes, mais qui étaient en fait une série de petites prises de parole très très courtes en réalité. Okay. Donc une table ronde associative avec toute une série d'associations, soit d'associations juives, soit d'associations antiracistes, et une deuxième table ronde avec les différents cultes et où chacun venait donner son analyse très brève. Encore une fois, je le précise, de la situation et éventuellement de dégager des pistes ou des réflexions sur la façon de lutter contre l'antisémitisme et aussi contre le racisme, puisque à plusieurs reprises la remarque a été faite qu'il fallait aussi réfléchir à la façon dont les combats s'articulaient dans notre pays. Alors, si on reprend un peu dans le détail pour interroger un peu le fond, donc vous l'avez dit, la base de la création de cet événement, c'est donc la hausse du nombre d'actes antisémites dans notre pays. 1676 actes recensés en 2023 contre 446 en 2022, si on veut être précis. Rien que 366 faits comptabilisés sur les 3 premiers mois de l'année 2024. Et puis encore, depuis l'annonce de ces chiffres, d'autres actes ont été recensés. On a eu notamment, par exemple, ces tags de main rouge qui ont été retrouvés sur le mur des Justes au mémorial de la Shoah et sur des façades dans le Marais à Paris. La hausse des actes antisémites souvent suit l'évolution du conflit israélo-palestinien. Vous m'arrêtez si je me trompe. Est-ce que cette hausse-là qu'on constate depuis le 7 octobre est inédite? Je vous laisse, Nona Mayer. Elle est inédite par le nombre. Mais sinon, c'est effectivement à chaque fois que l'armée israélienne envahit les territoires, occupe, répond, chaque fois qu'on voit à la télévision, parce que c'est très largement médiatisé, l'armée israélienne, les tanks, il y a beaucoup d'émotions. Et il y a toujours, dans les jours qui suivent, une montée des actes antisémites. Donc là, c'est plus fort que d'habitude. Et on a un peu le sentiment que tout un tas de gens avec des motivations assez différentes ont participé à ces actes. C'est peut-être ça qui lui donne la puissance, parce qu'il y a à la fois du côté de l'extrême droite,
du côté de l'extrême gauche et du côté de personnes qui ne sont ni d'extrême droite ni d'extrême gauche, mais qui sont profondément révoltées par les images qu'elles voient à la télévision des victimes civiles à Gaza. Donc toutes les conditions étaient réunies, avec en plus une politisation, une instrumentalisation politique des deux côtés du champ politique. Toutes les conditions étaient réunies pour donner une force particulière à ces manifestations antisémites. Mais ça ne date pas d'hier, effectivement, c'est depuis 2000, alors qu'elles avaient pratiquement disparu après 90 et la profanation du cimetière juif de Carpentras. Depuis 2000, régulièrement, on voit monter les actes antisémites. Il faudra peut-être s'interroger un peu sur de quels actes s'agit-il. Eh ben, effectivement, est-ce qu'il y a eu une évolution peut-être dans la forme de ces actes, justement? Mais il y a beaucoup de types d'actes. Oui. Les plus meurtriers envers les Juifs sont ceux qui ont été commis, c'est les attentats terroristes commis au moment du djihad, c'est 2012, Mera, c'est l'hypercacher, c'est un certain nombre aussi de meurtres de personnes parce qu'elles étaient juives. Donc ça, c'est les plus graves. Là, si on en croit les statistiques, qui sont fiables, mais pas entièrement, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'actes qui ne sont pas déclarés, et que 80% des victimes plaintes, ne vont pas porter plainte parce qu'elles disent ça n'en vaut pas la peine et puis il n'en sortira rien. Mais là, pour l'essentiel, c'est des tags, des graffitis, des menaces verbales, avec relativement peu d'apologie du terrorisme, entre guillemets, ou de violence physique. Mais ça pourrit la vie quotidienne des personnes qui sont vues, perçues comme juives. Et puis c'est aussi très... Alors, si on parle des tags, c'est très public. Donc, même si, par exemple... une personne juive le voit, même si une insulte, c'est directement... Alors, je ne dis pas que c'est moins grave ou plus grave, ce n'est pas du tout la question, mais il y a aussi ce côté, on peut tomber dessus, c'est affiché dans l'espace public. Oui, et c'est répercuté, je dirais. En fait. Et il y a bien sûr le rôle des médias et des réseaux sociaux qui vont répercuter toutes ces insultes, menaces, tags. On n'a pas parlé des réseaux sociaux. Tous ces statistiques ne peuvent pas prendre en compte toutes ces choses qui circulent sur les réseaux sociaux et qui font partie de ce pourrissement de la vie quotidienne d'un grand nombre de Juifs en France aujourd'hui. Jonas Pardo, vous analysez comment ? Oui, en fait, il y a cette, comme disait Nona, cette augmentation subite des actes antisémites qui est concomitante à l'explosion de violence au Moyen-Orient, on l'observe depuis les années 2000, donc en 2000, en 2002, en 2009, en 2014, etc. Et en fait, j'ai l'impression que pour l'année dernière, on a un chiffre très grand, un historique, enfin un record, on peut dire, depuis 2000, mais en intensité, c'est pas forcément, enfin, la nature des faits sont pas forcément les mêmes. Ouais. On avait eu en 2002 des attaques de synagogues à la voiture bélier, des jets de cocktails Molotov, des incendies de particuliers, des tentatives d'incendies de particuliers. Alors il y en a eu aussi, je crois, l'année dernière. Il y avait eu plus d'agressions physiques. Il y en a eu aussi l'année dernière. Ouais. Et je dirais peut-être, donc ça c'est sur les continuités, mais sur les différences. Je dirais que là, il se passe quelque chose de particulier dans des milieux qui, en tout cas, moi, je n'avais pas observé, peut-être ça existait avant, mais je ne l'avais pas observé particulièrement. Dans certains milieux, la vie est très difficile pour les Juifs, et je pense notamment aux universités, où les témoignages affligeants se multiplient, avec des élèves qui décrochent scolairement, des dépressions, même une tentative de suicide. Des tabassages, des exclusions sociales, des choses assez dures, quoi. Voilà, il y a les milieux féministes où il se passe quelque chose de particulier. On a vu plusieurs affaires. Et je dirais dans le milieu de la culture aussi. Voilà, il y a peut-être d'autres endroits, mais j'ai moins d'indicateurs. Je pense notamment le milieu du travail social. Et l'école. Puisqu'il y a un certain nombre de travaux qui semblent monter, en tout cas les parents s'inquiètent de plus en plus, il y a des remontées de ce qui se passe dans les cours d'école. On a toujours été harcelés, il y a toujours eu du racisme à l'école. Mais là, on a le sentiment que ça monte un peu, ou en tout cas peut-être qu'on le déclare plus. Mais il faut voir ce qui se passe dans les cours d'école. Il y a juste un truc que je voulais rajouter, c'est qu'on observe en fait, mais ça c'est pas spécifique à 2023, mais en fait quand on suit les chiffres, on voit une espèce d'effet d'entraînement. L'antisémitisme appelle l'antisémitisme. On le voit clairement
après des attentats extrêmement violents et très médiatisés à juste titre, comme en 2012 avec Ozar Hatorah, en fait, on constate une augmentation subite des chiffres des actes antisémites. Je crois que c'est 100 actes en 10 jours après le mars 2012. Et donc, il y a une espèce d'effet d'entraînement. L'antisémitisme appelle l'antisémitisme. Et là, il y a quelque chose qui s'entraîne, qui se répercute, puisque le 7 octobre, c'est aussi spécial. C'est pas seulement un acte de violence, il y a aussi une dimension antisémite dans les massacres du 7 octobre 2023. Et c'est d'ailleurs, c'est le CRIF qui l'analyse comme ça, alors c'est peut-être pas les seuls, mais qu'en fait, disons que la hausse des actes antisémites qui a eu lieu dès le 7 octobre, juste après le 7 octobre, et non pas en réponse aux actions de l'armée israélienne à Gaza. Donc en fait, on peut parler de mimétisme. De toute façon, on peut quand même faire remarquer deux choses. D'abord, ça a eu lieu tout de suite, et effectivement, on constate à chaque fois que plutôt que d'entraîner de façon universelle une forme de compassion finalement, parce que je rappelle que beaucoup de Juifs qui vivent en France ont des connexions familiales avec la scène israélienne. Donc on est sur des personnes qui assez rapidement vont être touchées d'une façon ou d'une autre, et parfois très très directement, par les morts qui sont là-bas. Donc il y a vraiment une connexion, une immédiateté finalement de ce qui se passe sur la scène, et on pourrait attendre une forme de compassion. Et au contraire, justement, il y a quelque chose qui va autoriser avec un mécanisme attributif. Parce que, on a envie de dire, quel est le rapport entre ce qui se passe là-bas en termes même, imaginons même que c'est, certains diront c'est en raison des bombardements. Quel est le rapport entre le fait que l'armée israélienne bombarde Gaza, et on peut avoir une appréciation très dure, et j'ai une appréciation extrêmement dure sur l'action de l'armée israélienne et du gouvernement Netanyahou, et le fait, d'aller s'en prendre à des juifs ici. Parce qu'il faut quand même bien voir ce que ça crée en termes d'ambiance, d'avoir des personnes qui, sur leur porte, vont avoir des menaces de mort. En fait, ça érode tous les piliers sur lesquels vous êtes fondés, vous êtes assis, vous êtes stabilisés, et ça déstabilise profondément les gens. Donc il y a non seulement une absence de compassion, mais aussi un mécanisme attributif qui est très typique de l'antisémitisme. Les Juifs sont en bloc responsables pour ceux qui vont pratiquer ces actes, quelle que soit la façon dont on le justifie. La connexion est faite entre des événements qui ont lieu à plusieurs milliers de kilomètres et des personnes dont on ne sait rien de leur pensée politique, et quand bien même d'ailleurs on saurait quelque chose de leur pensée politique, je ne vois pas en quoi ça justifierait par ailleurs des actes d'agression verbale, physique, symbolique à leur endroit. Moi, je voudrais rajouter quelque chose. C'est le mécanisme même du racisme. On ne voit plus une personne en face de soi. On voit un groupe, on lui attribue les traits du groupe. Et quand il y a eu des attentats terroristes, que ce soit en France ou dans le monde, il y en a qui vont s'en prendre aux musulmans, qu'en faisant des musulmans de France les responsables du djihadisme. Et c'est le même mécanisme avec des effets d'entraînement, parce que les actes, c'est social. Donc on peut être entraîné. On peut regarder ce qui se passe à la télévision, c'est l'imitation. Il y a des effets d'entraînement liés aux différents réseaux dans lesquels on est. Et puis je voudrais revenir sur cette idée, effectivement, que beaucoup de personnes, des deux côtés d'ailleurs, ont des proches, les uns en Israël, les autres à Gaza. Et j'avais regardé une interview de Agnès Jaoui, qui est très, très touchante, dans laquelle elle explique cela, mais elle dit aussi, elle avance une hypothèse qu'au fond, certains sont trop, ceux qui n'aimaient pas déjà Israël, et par extension les Juifs, par attribution les Juifs, étaient trop contents de pouvoir dire, regardez, c'est David qui est devenu Goliath. C'est-à-dire, on peut accuser ceux qui ont été persécutés par les nazis d'être passés de l'autre côté, qui auraient un plaisir pervers là-dedans. Et c'est une hypothèse intéressante. Moi, je ferais aussi une autre hypothèse pour essayer de comprendre pourquoi il n'y a eu aucune compassion. Est-ce qu'il n'y a pas, là encore, parmi ceux qui n'aiment pas Israël, le sentiment que ce qu'a fait le Hamas montre que Israël est vulnérable? Et ça a donné des idées à d'autres, de ceux qui n'aiment pas Israël et les Juifs, dire, mais regardez, là, il y a une faille.
dans l'État hébreu. Ça changeait un peu l'image qu'on a de domination d'Israël par rapport aux Palestiniens. C'est pas contradictoire avec le reste, mais dans cette toute-puissance, il y a une faille. Israël n'a pas réussi. Le Hamas, lui, il a réussi. Et ça donne une forme de jubilation, hélas, chez certains. Pour revenir sur cette idée, quand on croise quand même pas mal de témoignages, et ça c'est pas nouveau non plus, ça date pas du 2023, c'est une ambiance de soupçon. Moi je parle d'injonction géopolitique. Les Juifs sont sommés, et de la même manière que les musulmans lors des attentats terroristes. D'ailleurs, on observe une augmentation des actes islamophobes après les attentats, comme Charlie Hebdo et l'Hypercacher. Pardon, je me suis perdu. Et donc oui, cette injonction géopolitique, c'est les Juifs français sont sommés de se positionner du bon côté. Ils doivent montrer patte blanche, donner des gages, expliquer qu'ils sont du bon côté. Et en réalité, quelle que soit leur vue, il faut dire deux choses. La première, c'est quelle que soit leur vue sur Israël et Palestine, même si ils n'avaient aucune empathie envers les Palestiniens, même si c'était des gens dégueulasses, eh bien, il n'y aurait aucune raison de les attaquer en tant que juifs. Il n'y a pas de raison valable. La pire des ordures, on n'a pas le droit de l'attaquer en tant que juif. Voilà. Et la deuxième chose à dire, c'est que même les juifs qui donnent patte blanche, qui ont le bon discours, même ceux-là continuent à être suspectés. Et ça n'a rien de nouveau. C'est quelque chose qui est vieux. On avait, je ne sais pas, en Égypte, une ligue juive antisioniste dans les années 50, et c'est les premiers à avoir été expulsés d'Égypte. Avant même l'expulsion de tous les Juifs d'Égypte en 1956. En Irak, il y a la même histoire. Il y a même des histoires de fous. Frantz Fanon, qui est un militant pour l'Algérie, il est accusé de sionisme dans les années 60, enfin des histoires comme ça. Il n'est pas juif par ailleurs, mais il n'a pas exactement le bon discours. Alors il est accusé de sionisme, qui est devenu une insulte. Donc ça, c'est quelque chose de vieux. Et c'est quelque chose qu'on a en ce moment, une espèce d'ambiance de chasse aux sionistes, avec ce mot qui ne veut... on ne sait pas vraiment ce qu'il veut dire, mais ça peut aller jusqu'à un sioniste, finalement, c'est quelqu'un qui pense qu'Israël a le droit d'exister. Et celui-là devient un ennemi en soi. Là, on a un problème assez grave qui est à l'origine du malaise étudiant et dans d'autres secteurs aujourd'hui, je pense, quoi. Peut-être qu'on peut s'arrêter 2 minutes parce qu'effectivement, on parle de sionisme, d'antisionisme, on en parle aussi là dans le chat. Fény Amblon qui nous fait remarquer effectivement, comme tu disais, que certains juifs sont d'ailleurs antisionistes. Tu disais, on sait plus trop ce que ça veut dire. Pourtant, ça a une définition. Le sionisme, c'est un mouvement qui a existé. Peut-être qu'effectivement, déjà, on peut peut-être rappeler historiquement ce que c'est. Donc, antisioniste, ça devrait avoir une définition, mais du coup, peut-être que ça se perd. Moi, sur la question du sionisme, le sionisme, j'allais dire... d'un point de vue très basique, c'est le droit des Juifs à pouvoir fonder un État. Donc, c'est un mouvement qui, d'ailleurs, est assez typique, d'ailleurs, de la fin du 19e siècle européen. C'est un mouvement, c'est une époque de constitution des États-nations, et comme dans tout mouvement de constitution d'une nation, vous allez avoir une diversité de façons d'habiter cette construction nationale. Et vous allez avoir, d'ailleurs, l'État d'Israël est fondé par des gens qui se reconnaissent dans le sionisme et qui sont des socialistes. C'est très différent de ce qu'est aujourd'hui Netanyahou, qui là, j'allais dire, est à la tête d'un gouvernement d'extrême droite. Donc il y a une palette, j'allais dire, de façons d'être sioniste. Et quand on dit, par principe, que l'on est antisioniste, qu'est-ce que l'on dit à travers cela? Alors c'est vrai que certains peuvent utiliser le mot en disant c'est pour critiquer la politique du gouvernement, mais encore faut-il utiliser les bons mots, parce que effectivement que n'importe quel gouvernement peut être critiqué. Encore une fois, je suis extrêmement critique par rapport à ce gouvernement. J'étais il y a quelques mois en Israël, j'avais participé aux manifestations à Jérusalem contre Netanyahou, comme beaucoup d'ailleurs de citoyens israéliens qui étaient présents et qui étaient opposés à cette restriction de la démocratie qu'il essayait d'instaurer. Qu'est-ce que l'on dit à travers cela? Si on dit, en fait, Israël n'a pas le droit d'exister, alors là, on passe dans autre chose. Et là, c'est extrêmement grave. Parce que les collectifs humains, c'est pas un jeu, en fait. Et que
la pureté, la radicalité, les gens qui vont expliquer que tout ça est un fait colonial et que donc il faudrait réparer l'histoire. C'est pas un jeu, il y a des gens. L'histoire, elle est faite, y compris, on peut dire, les Palestiniens sont sans doute victimes d'injustice, sont victimes même d'une tragédie de l'histoire. Mais une fois que l'on dit ça, qu'est-ce que l'on fait? On revient sur un siècle d'histoire? On revient sur le fait qu'il y a des personnes qui sont installées là-bas? L'histoire, elle est souvent tragique, dramatique. Il y a des collectifs humains. La question, c'est savoir comment, lorsqu'il y a des collectifs humains, ces collectifs humains peuvent vivre le mieux possible dans les intrications que l'histoire, elle a créées. Ça ne se répare pas, l'histoire. On ne revient pas 50 ans en arrière, on ne revient pas un siècle en arrière, on ne revient pas 150 ans en arrière. Parce que si on fait ça, alors il faut assumer jusqu'au bout ce que l'on est en train de dire. Et ce que l'on est en train de dire, c'est de dire, en fait, on va pouvoir jouer avec les collectifs humains. Moi, je ne veux jouer avec aucun collectif humain, ni les Israéliens, ni les Palestiniens. Et pour ma part, vraiment, je leur souhaite le meilleur et aux uns et aux autres. C'est très compliqué, c'est très violent, et on le voit ici dans la phase que l'on vit depuis le 7 octobre. Mais qu'est-ce que l'on dit, qu'est-ce que l'on fait, et quelle position éthique on a par rapport à un conflit? La position éthique qu'on doit avoir, c'est que l'autre, il existe. Tout le temps. Si on oublie cela, si l'autre n'existe pas, ou si l'autre, on a un rêve d'éradication symbolique, physique ou politique de son existence, là, on est, quoi qu'il en soit, et quel que soit le discours par lequel on l'habille, on est vraiment du côté des salauds. Bien dit. Ouais, voilà. Est-ce que je peux Bien sûr, je vous en prie. Parce qu'il me semble qu'il serait urgent, effectivement, il y a beaucoup d'ignorance autour de ces termes. Ça serait bien de définir les termes. Effectivement, il y a pas, il y a plusieurs sondages depuis quelques années qui posent des questions sur qu'est-ce que c'est pour vous le sionisme? Et on voit clairement qu'à peu près la moitié des sondés, dans la plupart des sondages, ne savent pas ce que c'est. Et quand on propose des définitions, c'est du grand n'importe quoi. Donc il y aurait urgence à ne pas utiliser ce terme quand on veut dire qu'on critique la politique d'Israël, la politique du gouvernement. C'est pas interchangeable. Sioniste, juif, israélien. Il faudrait quand même peut-être un peu définir les termes. Ça me semblerait une chose importante. Oui, je trouve qu'il y a quelque chose d'important dans l'histoire, c'est l'année 1897. Puisqu'en fait, on a au sein du monde juif deux réponses différentes. On a le premier congrès sioniste à Bâle et la fondation du Bund, donc le syndicat des ouvriers juifs de Lituanie, de Russie, de Pologne. Et donc les sionistes, comme l'a dit Dominique, c'est ceux qui veulent créer un État pour le peuple juif. Et les bundistes, eux, ils veulent établir une nation juive là où ils vivent et faire la révolution socialiste. Et j'entends beaucoup réactualiser l'idée, enfin réactualiser. En tout cas, un narratif qui dirait, voilà, les sionistes, c'est les mauvais, et les bundistes, c'est les gentils. Sauf que les bundistes, ils ont tous été exterminés pendant la Shoah. C'est vrai que le sionisme n'était pas très populaire au sein des mondes juifs avant les années 40. Mais en fait, il s'est imposé comme une nécessité au sein des mondes juifs, etc. Pour autant, je veux revenir peut-être, proposer des mots peut-être pour apaiser aussi le débat public qui est effroyable de tous les côtés. C'est la notion d'antisioniste. Moi, je vois bien dans mes formations, en fait, des gens me disent « Oui, mais moi, je suis antisioniste. » Alors, je leur demande « Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi ?» alors, bon, c'est un peu des statistiques au doigt mouillé, mais en gros, sur 10 personnes, j'ai 7 personnes qui me disent moi, je suis antisioniste parce que je suis opposé à la politique d'Israël. » Et alors, on discute, je fais « Moi aussi, mais en fait, le problème, c'est que antisionisme... Bon, ça n'a pas le même sens avant 48, quand Israël n'existe pas et on réfléchit à une stratégie pour lutter contre l'antisémitisme, pour le peuple juif, etc. Et après 48, quand l'État existe, ça ne veut pas dire la même chose. Si c'est anti-sionisme, c'est-à-dire contre le sionisme, donc il y a aussi des sionistes qui sont contre l'État, bon, on arrive à discuter. J'en ai... je ne sais pas, un ou deux autres qui me disent « Mais moi, je suis contre tous les États. » Alors je leur dis « Ok, pourquoi pas hein, si on applique le même traitement à tout le monde, dont les Juifs, j'ai pas de problème avec ça. On peut se dire antinationaliste, même revendiquer un État binational. J'ai pas de... Enfin, voilà, on peut en discuter. J'ai pas de problème avec cette position. Le problème, et qui arrive aussi... Hein,
c'est lorsqu'on me dit les Juifs n'ont rien à faire au Moyen-Orient. Là, c'est différent. Et là, on a une ligne rouge. Et j'irais même un pas en arrière. Je dirais les Juifs n'ont pas besoin d'un État pour eux. Il faudrait un État pour tous les peuples, sauf le peuple juif, quand il y a une exceptionnalité qui est faite. Là aussi, on a un souci. Tu fais, mais quelle est la différence ? Les Palestiniens ont le droit à l'autodétermination. Et ils ne l'ont pas du fait de l'histoire, etc. Israël, l'État israélien a ses responsabilités là-dedans, hein, je ne veux pas le nier, mais oui, ils ont droit à un État, de même que le peuple juif, etc. Et donc c'est cette ligne rouge qui n'est pas toujours très claire non plus. Pour moi, c'est une discussion. Hein. Je ne dis pas qu'il y a des règles hyper strictes qui permettent de dire on rentre dans l'antisémitisme, là on n'y est pas, mais l'exceptionnalité du peuple juif, ou dire les Juifs n'ont rien à faire au Moyen-Orient, là, on a franchi la ligne rouge. Alors, si ça peut vous rassurer, dans le chat, ils ont assez bien compris le concept. On a Mirk4TV qui nous dit, je pense que c'était en réaction à ce que vous disiez tout à l'heure, Dominique, je ne suis pas du tout fan du principe d'État ethno-religieux, mais c'est trop tard, Israël existe. Feignant Blond qui nous dit, perso, on m'aurait posé la question en 48, je n'aurais pas été d'accord avec la création de l'État d'Israël dans la façon dont ça a été fait. Aujourd'hui, c'est clair que l'État existe avec ses habitants. Aujourd'hui, il faut travailler à qu'il y ait soit deux États, soit un État commun entre Israéliens et Palestiniens. Donc voilà. C'est super. Non, mais, tout à fait d'accord. Ça fait du bien aussi d'entendre ça. Et on a aussi Nassoum qui nous dit, après, même s'il est important de différencier, est-ce qu'à créer autant de terminologie, on ne perd pas les gens qui finissent par tout confondre ? Au final, en fait, c'est un seul mot qui pose problème, là, si on parle de sionisme. Il n'y a pas tant de terminologie que ça. Ou alors, est-ce que c'est justement... Oui, à part que, en fait, c'est assez étrange parce que pour critiquer toute une série d'États, on n'a pas besoin de mots, on dit on critique l'État. Là, le fait qu'il y ait un mot, c'est interrogeant. Il y a une histoire aussi, hein. Il y a quand même aussi les grandes campagnes antisionistes de Staline. Enfin, il y a toute une histoire aussi quand même à la mobilisation autour de ce mot, dont on voit et dont on sent bien qu'il véhicule après la création de l'État d'Israël. Hein. Jonas parlait, évidemment avant, on peut avoir un avis, il y a plein de juifs qui disent non, il faut s'intégrer dans les pays où on est, d'autres qui sont sur d'autres positions. Ça, c'est un débat politique qui est tout à fait légitime, qui est tout à fait légitime et intéressant en plus. Mais une fois qu'il est créé, cet État, toutes les campagnes, comment dire, de démonisation finalement du mouvement sioniste, là évidemment, elle véhicule quelque chose d'extrêmement malsain souvent. Et évidemment, ça joue sur des ambiguïtés dont les gens ne sont pas forcément porteurs, et ça a été évoqué, les gens peuvent effectivement, mais à partir du moment où on est sur un mot dont on ne sait pas très bien ce qu'il véhicule, c'est un mot qui peut devenir justement le véhicule d'idéologies extrêmement malsaines et derrière lesquelles vont se cacher parfois de l'antisémitisme. Pas systématiquement, contrairement à ce qui est dit, hein, et ça il faut être extrêmement lucide aussi sur ça, sinon on est dans des logiques de disqualification constamment de la parole de l'autre, hein, donc c'est important aussi d'entendre ce que les gens ils ont à dire et d'accueillir la parole des personnes, mais on voit bien malheureusement que parfois ce mot est très chargé de malveillance. Voilà. Il faut aussi refaire un peu l'histoire. En fait, je pense que cette confusion, ce glissement antisémitisme, antisionisme, il y a un moment tournant, c'est la guerre des 6 jours. Si on regarde et l'occupation, à partir du moment où il y a l'occupation et le début de la colonisation, là l'image d'Israël a complètement changé. Et je veux dire, le mot est devenu encore plus négatif qu'avant. Ça, c'est une première étape. Il y a des sondages qui ont été faits par l'IFOP, c'est intéressant, qui remontent à ces années-là, au moment de la guerre des 6 jours. La majorité de l'opinion publique française est derrière ce petit État entouré par ses voisins arabes. On est à 68% de personnes qui expriment de la sympathie pour Israël. Et puis, très vite, Israël intervient au Liban, l'image commence à changer. Janvier 1969, si mes souvenirs sont exacts, la sympathie est tombée déjà à 35%. Et nous, dans les sondages annuels de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, tous les ans, on fait un peu le bilan de toutes les formes de racisme et d'antisémitisme. On voit que l'image d'Israël ces dernières années, la proportion des opinions négatives est plus forte que celle des opinions positives. Quand on pose tout bêtement la question, qu'est-ce que ce mot évoque pour vous ? Quelque chose de très positif plutôt, ni l'un ni l'autre, plutôt négatif, très
très négatif. On est dans j'ai pas le droit de parler du sondage de 2023 parce qu'il est sous embargo, il faut que la CNCDH présente le rapport au Premier ministre. Mais je peux vous dire qu'il y a une tendance et qui est assez nette. Entre mars et novembre 2022, parce qu'on avait fait 2 sondages cette année-là, on est passé de 24 à 34% d'opinions négatives. Donc à 10 points au-dessus des opinions positives. Donc il y a quelque chose là. Et le deuxième moment important, je pense, c'est la conférence de l'UNESCO à Durban en 1975, parce que c'est là que s'est popularisée l'idée que sionisme égale racisme. Donc ça joue, tout ça joue pour donner ces connotations de plus en plus négatives associées au terme de sionisme. Ouais, mais il y a beaucoup de choses à dire. En fait, les antisionismes, on peut faire des typologies aussi. Il y a par exemple l'antisionisme qui vient du négationnisme. Donc c'est la théorie. Donc le négationnisme, c'est quoi? C'est ceux qui nient le fait qu'il ait existé une extermination systématique des Juifs par les nazis, qui nient l'existence des chambres à gaz. Des fours crématoires, etc. Et ceux-là disent, voilà, les Juifs auraient inventé la Shoah pour justifier la création d'un État. On a des versions complètement conspirationnistes qu'on retrouve dès les protocoles des sages de Sion, donc ce faux russe qui dit, voilà, il s'est passé une réunion secrète de la Juiverie internationale, donc ils font référence au congressionniste de Bâle, qui a vraiment eu lieu. Donc c'est effectivement une réunion internationale de Juifs, mais elle n'a rien de secrète, elle est complètement couverte médiatiquement, puisque l'objectif des sionistes, c'est de créer un pays légalement, et qui est reconnu internationalement. Donc ils n'ont aucun intérêt à le rendre secret, bref. Et qui dit, les Juifs veulent créer un QG pour mettre en place un plan de domination au niveau mondial. Et on retrouve cet antisionisme conspirationniste aujourd'hui. Donc on a plutôt l'antisémitisme, on a un antisionisme de type soviétique, où on a des accusations complètement délirantes. Par exemple, l'accusation de collusion sionisme-nazisme, l'idée que les Juifs, enfin les sionistes, auraient collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale pour faire la guerre aux communistes. Et ça, cette idée-là, que les Juifs seraient un peu de mèche avec les nazis, c'est quelque chose qui est construit sur le temps long et en fait qu'on retrouve aujourd'hui de manière à plein d'endroits différents, autant l'extrême droite que dans la gauche. Et je le dis parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Voilà, on a vu dès le 7 octobre l'idée que Gaza, ce serait comme le ghetto de Varsovie, que le Hamas serait le groupe Manouchian, qu'un président d'université qui ne veut pas d'une conférence France Insoumise serait Adolf Eichmann. Enfin, c'est la blague de Meurice, Netanyahou en nazi sans prépuce. Cette idée-là d'assimilation des Juifs aux nazis, c'est constant, perpétuel. Et pour moi, les mains apposées sur le mur des justes avant-hier ou hier, je ne sais plus. C'était c'était ces derniers jours. Ces derniers jours. Le 14 mai, le jour de la rafle du billet vert, il y a 2 jours. Elle a quelque chose à voir avec ça. Ça vient dire ça. Finalement, la Shoah est en train de se passer en ce moment. Donc, on vient apposer ses mains pour dire, pour signifier ça. Donc, il y a quelque chose qui est en lien avec la question des concurrences mémorielles, des concurrences antiracistes, et qui amène à un geste de profanation inacceptable. Parce que c'est vrai que cette profanation du mur des justes, il y a quelque chose, sans doute. Alors, on verra, parce qu'il ne faut pas non plus écarter la piste la piste russe, puisqu'il y a quelques mois, on a eu le droit à cela. Mais j'allais dire, quand bien même ce serait quelque chose avec un fond antisémite, quoi qu'il en soit, puisque ce qui vient être dit, quoi qu'il en soit, que ce soit une puissance étrangère qui vient mettre ça pour mettre le feu aux poudres, ou que ce soit des personnes ici, ça ne change pas grand-chose au final. C'est de dire, les victimes d'hier sont les bourreaux d'aujourd'hui. Enfin, il y a quelque chose qui est assez, j'allais dire, interrogeant dans cette volonté constante, finalement, d'une sorte de nazification, du juif. Où là, on est sur quelque chose de la disqualification. Et cette disqualification, si elle s'opère, de fait, elle autorise
parce que celui qui est disqualifié, il peut être frappé en disant finalement, vous bénéficiez d'un statut de victime, comme si c'était, j'allais dire, quelque chose d'enviable d'avoir vécu la Shoah ou d'être descendant de victimes de la Shoah. Soit une remarque que je fais, je pense que à tout prendre, les personnes qui descendent de l'esclavage ou les personnes qui ont été victimes de la Shoah ou qui ont été plongées dans des grands drames historiques, je pense qu'à tout prendre, elles auraient préféré ne pas être passées par ce type de phase historique et préféreraient peut-être ne pas avoir des militaires devant les lieux, leur lieu de vie. Hein. C'est pas un avantage. C'est quelque chose qui vient dire finalement du drame aussi, d'une certaine façon. Et donc ces logiques de nazification sont quand même à dénoncer avec beaucoup de force parce que il y a quelque chose, encore une fois, de la malveillance qui circule. Et moi, je pense que vraiment, on parlait tout à l'heure de la violence du débat public. Je pense qu'on est quand même dans un débat en France où les circulations de malveillance sont assez spectaculaires et portées et par du champ politique et par du champ médiatique et par du champ parfois aussi intellectuel. Alors, parce que le temps passe très très vite et il y a plein de choses dont j'aimerais qu'on parle. Je vais me raccrocher à juste un petit bout de phrase que vous avez dit à propos. Voilà, vous avez mentionné une conférence qui n'a pas pu être donnée, qui a été annulée il y a quelques temps. Et je voudrais du coup qu'on parle des blocages. Ça me fait penser aux universités, c'est comme ça que je fais mon petit truc. Et du coup, je voudrais qu'on parle de Sciences Po. Voilà. Bon, je sors. Non, mais encore une fois, le but ici, c'est pas de dire qui a raison, qui a tort et qui a bien fait, qui a mal fait, mais c'est un petit peu d'interroger ce qui s'est passé, d'interroger comment on le traite, comment on en parle, etc. Donc, petit, très bref, j'essaie d'être brève, rapide, historique de ce qui s'est passé. On a d'abord eu l'affaire de cette étudiante qui était donc membre de l'Union des étudiants juifs de France, à qui on a refusé l'entrée dans un amphithéâtre où se passait une conférence donc plutôt en soutien aux Palestiniens. Il y a eu des informations pour les membres du comité Palestine donc qui étaient dans l'amphithéâtre. Cette personne avait l'habitude de filmer ou de photographier, puis ensuite de diffuser sur les réseaux sociaux, donc ils ont eu peur du harcèlement. Il a été question de propos antisémites tenus à son encontre. Personne n'en a eu la confirmation. Il y a une enquête qui est en cours. Ensuite, courant avril, il y a eu des blocages. On a vu, encore une fois, les mains rouges, on en parlait tout à l'heure, un symbole qui a été affiché par les étudiants qui ont ensuite expliqué qu'ils ne connaissaient pas la symbolique et qui ont... je vous lis une citation que j'ai trouvée d'une étudiante qui a été interrogée par Le Monde. On a choisi ce symbole pour dire qu'on reste silencieux face à un génocide. On n'a pas du tout pensé au lynchage. C'était con, mais traitez-nous d'inculte, pas d'antisémite. Le 24 avril, il y a eu les forces de l'ordre qui sont intervenues. Pour certains, ces blocages, ces actions sont normales, surtout pour des étudiants en sciences politiques qui sont censés avoir une connaissance ou au moins un intérêt pour la géopolitique mondiale. Ces jeunes-là en particulier, les étudiants de Sciences Po, est-ce que c'est normal qu'ils s'engagent, qu'ils s'expriment sur ce sujet ? Bien sûr que c'est normal qu'ils s'expriment et qu'ils s'engagent. Tous les étudiants, tous les jeunes et les moins jeunes ont le droit de s'exprimer. Le problème, c'est la manière dont on le fait. Le problème, c'est d'éviter les violences. Mais c'est vrai qu'à Sciences Po, on sentait très bien dans la communauté étudiante, qui est très hétérogène, oui. Mais il y avait un malaise. Après le 7 octobre, il y a eu tout de suite une minute de silence pour les victimes du 7 octobre. Et beaucoup qui se sentaient proches des Palestiniens ont dit « Mais pourquoi il n'y a pas eu tout de suite dans les semaines qui ont suivi, une minute de silence pour les victimes à Gaza. Et ça a été fait, mais beaucoup plus longtemps après. Donc il y a eu chez certains un sentiment de deux poids, deux mesures, donc qui est très net. Et puis il y a des sensibilités politiques extrêmement différentes à Sciences Po, même si les sondages nous montrent qu'il y a quand même... Il y a une majorité quand même de gauche, mais il y a des sensibilités différentes. Près 70%.
je trouve normal qu'on se mobilise, surtout quand on est jeune, quand on sent des injustices dans le reste du monde. Le problème, c'est que, je retiens la phrase de l'étudiante que vous citez, nous sommes un culte, oui, on s'aperçoit que très souvent, quand on discute avec certains d'entre eux, il y a une ignorance de ce qui se passe réellement. On utilise des mots à la place des autres, il faut réfléchir avant d'utiliser le terme de génocide, d'apartheid, de tenir des slogans, et ils manifestaient sous mes fenêtres de mon bureau du Jourdain à la mer. Il faut faire un peu attention à ce qu'il y a derrière. Mais sur le principe même de se mobiliser, tout à fait d'accord. Et le problème, c'est qu'on arrive aujourd'hui à une telle crispation que c'est difficile de parler selon qu'on est du côté des victimes palestiniennes ou qu'on est du côté des victimes israéliennes. Mais ce n'est pas impossible. Il y a des associations d'étudiants, il y en a une auquel je pense, une initiative qui s'appelle Isaac et Ismaël, le nom veut tout dire, donc est là et qui fait dialoguer ensemble des personnes. Donc le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment peut-être de lieux où l'on peut discuter calmement. L'étudiante dont vous avez parlé, elle a finalement eu accès à l'amphi. Et il y a des gens qui se parlent. Vous pouvez être à l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, et au Comité Palestine, et vous rencontrer et parler. Et quand on a eu le fameux talk show, c'est-à-dire cette initiative prise par l'administrateur provisoire de Sciences Po pour faire écouter ce qu'avaient à dire les étudiants, et une partie, il y avait des représentants des salariés de Sciences Po, il y avait des représentants des communautés de chercheurs, des vacataires, tout le monde était là. Et il y a eu quand même, presque jusqu'à les 10 minutes avant la fin, 8 représentants des 8 associations étudiantes de Sciences Po qui se sont présentés, qui étaient assis côte à côte, qui ont parlé. Donc le débat est possible. Il faut trouver les conditions pour l'organiser. À la fin, les 10 dernières minutes ont été un peu plus difficiles, justement avec un clash sur le recoupement entre les notions d'antisionisme, antisémitisme, et je pense qu'on reviendra dessus. Mais donc, ne caricaturons pas Sciences Po. Il y a tout à Sciences Po, il y a des étudiants tout à fait sincèrement mobilisés en faveur d'une cause. Il y en a qui vont un peu trop loin, et donc tout dépend. Enfin, il y a un face-à-face difficile, il y a des décisions difficiles à prendre du côté de l'administrateur. Le corps académique est massivement contre faire appel aux forces de police pour régler ce genre d'incident. L'important, c'est de retrouver le dialogue. Pour aller dans le même sens, des élèves qui se lèvent et qui veulent prendre de la voix pour dire c'est pas normal ce qui se passe dans le monde, je vois ça de manière extrêmement positive, et pour Gaza, évidemment. Et j'ai fait plusieurs interventions à la fac depuis le 7 octobre, dans plusieurs facs. Et en fait, à chaque fois, déjà, j'adore ces moments parce que vraiment, c'est vraiment intéressant ce qui s'y passe. Je rencontre des étudiants qui sont contents, en fait, d'aller voir les définitions, de comprendre le débat public. Pourquoi en fait, la même chose que ce qui était dit là. Mais alors pourquoi on parle d'antisémitisme alors que nous, ça n'a rien à voir, on parle de la Palestine, etc. Et ce que j'essaie d'expliquer tranquillement, c'est voilà. En fait, que vous le vouliez ou non, depuis 2000, les Juifs sont attaqués quand là-bas, quand Israël envahit les territoires occupés, ou qu'il y a des attaques de groupes armés palestiniens vers Israël aussi. À chaque épisode de tension au Moyen-Orient correspond une vague d'antisémitisme en France. Donc, il faut se poser une question. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des problèmes dans la manière dont s'exprime la solidarité avec la Palestine? Et on explore ça. Plein d'endroits, moi-même j'ai des questions, je ne suis pas forcément sûr de moi, mais il y a quelque chose dont je suis sûr, c'est que quand même, parmi beaucoup de gens de bonne volonté, empathiques à juste titre, et comme moi-même avec les Palestiniens, il y a des antisémites qui s'infiltrent et qui se nourrissent qui profitent plutôt, et qui profitent de certaines ambiguïtés. Je vais donner un exemple parmi plein, ce slogan du Jourdain à la mer. Certains l'entendent comme du Jourdain à la mer, des droits pour tout le monde. Mais j'ai aucun problème avec ça, je suis complètement d'accord. Je pourrais même le dire. Mais du Jourdain à la mer, une Palestine islamique, j'ai un problème. Et cette deuxième particule, quelle est-elle quel est le signifiant? Qu'est-ce qu'on lui accolerait? Eh bien, tout le monde n'a pas la même réponse à ça. Et là, il y a une ambiguïté, et là, il y a une possibilité de s'insérer. C'est pas pour rien
que Alain Soral refait une série de conférences là, enfin pas Alain Soral directement parce qu'il est exclu de la France, mais Égalité et Réconciliation, fait une série de conférences en ce moment. C'est pas pour rien, parce qu'il a un terrain qui est propice à exprimer ses idées antisémites. Et c'est pas que à l'extrême droite, c'est aussi à gauche qu'il y en a qui profitent de ce terrain pour avancer voilà, dans un cadre où il y a la majorité, c'est des gens, ils sont sincères dans leur engagement et on est raccord sur ça. Ouais. Dominique ? Faire remarquer que la question de ces ambiguïtés ou des ignorances, en fait, elle est quand même beaucoup... elle prend une force assez particulière dans ce conflit, qui est un conflit qui, pour plein de raisons, est très passionnel, parce que je pense qu'il y a aussi des mécanismes projectifs sur ce conflit qui sont, comment dire, des mécanismes projectifs très divers, mais très puissants, mais peut-être qu'on n'aura pas forcément le temps de parler de tout, mais que quand on est sur des conflits comme cela, il y a une responsabilité de la parole politique. Et moi, je suis affligé de ce qui se passe à Sciences Po, non pas tant de la part des étudiants, mais de la façon dont Sciences Po est une scène qui a été préemptée par toute une série de courants politiques. Le gouvernement, et je le dis quand je vois Gabriel Attal débarquer, comment dire, comme un Rambo à Sciences Po, sans même prendre la peine d'ailleurs d'appeler l'étudiante en question, parce que peut-être que ça aurait donné plus de crédibilité à ce qu'il percevait comme étant quelque chose de très grave. Quand on voit la droite et l'extrême droite expliquer qu'on est dans un temple du wokisme dégénéré et de l'islamo-gauchisme, et quand on voit le lendemain un député LFI venir débarquer en expliquant que cette étudiante est une menteuse, et donc en prolongeant le fait qu'elle soit plongée dans la tourmente, on a envie de dire, mais en fait, à quoi vous jouez ? Est-ce que c'est un jeu, tout ça ? Est-ce que votre responsabilité, lorsque vous êtes des responsables politiques, ça n'est pas au contraire de dire attention, le débat, en fait, il y a une clarification des mots. On peut d'ailleurs ne pas être d'accord. Que des personnes, j'allais dire, aient plus de sensibilité personnelle, historique, voire géopolitique, avec tel ou tel parti, on peut l'entendre. Ceci étant, quand on vient surfer comme des malotrus, pour venir se raccrocher à quelque chose qui est de l'ordre du buzz, ça n'est pas quelque chose de digne de la part des différents responsables politiques qui ont défilé à Sciences Po, qui sans doute d'ailleurs les intéressaient beaucoup plus que si ça avait été la fac d'Angers, hein, parce que je vois bien aussi comment il n'y a qu'à descendre finalement d'un étage à Matignon ou d'un étage de l'Assemblée nationale pour venir regarder ce qui se passe. Et comme beaucoup de journalistes, soit ils sont passés, soit ils ont leur enfant, je vois bien aussi comment ça crée quelque chose d'un intérêt tout particulier et d'un effet de loupe qui donne lieu aussi à, j'allais dire, ce point quasiment nodal qui a semblé partager la France en deux, mais bon, peut-être un effet de loupe un peu particulier. Et on salue la fac d'Angers. Dans ce lieu-là, où moi d'ailleurs j'enseignais en début d'année, au premier semestre, je donnais un séminaire, et effectivement c'est un lieu où il y a des étudiants qui réfléchissent, qui discutent, et où on n'est pas du tout dans un lieu qui serait à feu et à sang, puisque moi j'y ai enseigné, y compris en octobre, en novembre et en décembre. On n'était pas sur un établissement où les gens, j'allais dire, étaient dans des circulations de la haine les uns par rapport aux autres. Ou en tout cas, si vraiment c'était ça, ça m'est passé très au-dessus de la tête. Ceci étant, encore une fois, effectivement, on est sur des choses extrêmement passionnelles. On a des personnes qui sont extrêmement choquées par ce qui se passe à Gaza depuis plusieurs mois, et je pense qu'il y a de quoi être choqué. Il y a des étudiants juifs qui sont plongés dans une forme de tourmente parce que, en fait, ce qui était dit tout à l'heure, que ce soit à Sciences Po ou dans d'autres campus, eh bien, en fait, ils se sentent acculés par des mots extrêmement agressifs qui peuvent être portés contre Israël, dont il faut avoir la perception que pour beaucoup de juifs, c'est un État refuge. Et il faut quand même entendre ce qu'est l'autre à un moment donné. L'autre, il existe. On peut ne pas être d'accord, mais on peut aussi essayer d'entendre ce qui vibre chez lui. Si on ne veut pas entendre ce qui vibre chez l'autre, bon, on est sur un petit défaut d'humanité. Et je trouve que dans ce conflit, comment dire, il y a beaucoup de choses en miroir qui se jouent. On dit, mais
Est-ce que vous pouvez penser à ce que moi je vis, à ce que moi je ressens? Ce serait bien que des deux côtés, on se dise la même chose et qu'on se rende compte que ce qu'on demande pour l'autre, eh bien, on pourrait peut-être l'appliquer à soi-même. Demande Ce serait de pas mal. l'empathie, mais en inverse, on n'en a pas forcément. Je rebondis pour aller sur peut-être un autre thème que je pense que c'est important aussi d'aborder. On a parlé un petit peu là en sous-texte du monde politique et de comment nos politiques ont agi, se sont exprimés sur le conflit israélo-palestinien, sur la guerre à Gaza, en termes de soutien, pas soutien. Encore une fois, on est là, on est là pour accuser personne, surtout pas les gens qui ne sont pas là pour se défendre. Mais pour revenir aux assises de lutte contre l'antisémitisme, au départ, on avait parlé d'inviter des membres des représentants politiques. Finalement, il n'y en avait pas pour cette fois-ci. Volonté de ne pas politiser le sujet, notamment avant une certaine échéance électorale qui arrive, là, le 9 juin, c'est les élections européennes. Peut-être deux questions en une. Déjà, est-ce que c'est pas un peu trop tard? Parce que politiser le sujet, j'ai quand même l'impression que c'est trop tard. Et est-ce que c'était mieux qu'il n'y ait pas de représentants politiques à un événement comme ça, là, aujourd'hui? Qui veut prendre le micro? Moi, je peux dire, on va en parler rapidement quand même. Ouais. Mieux vaut tard que jamais de faire quelque chose, bien sûr. Il y a eu un affichage, ils ont dit, voilà, on va faire quelque chose, etc. Ça fait longtemps qu'ils le disent, ils réaffirment des beaux principes, des belles valeurs. Maintenant, on veut voir des actions. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quels moyens ils vont débloquer? Qu'est-ce qui va se passer sur le terrain? En termes de pédagogie, où je pense que c'est ça quand même un enjeu prioritaire. Parce que là, on est beaucoup depuis 20 ans en fait dans la réponse répressive qui pour moi est une mauvaise solution. Enfin, pour moi, c'est un échec quand on envoie la police. Quand on envoie la police sur des campus, devant des facs, c'est un échec. Et par ailleurs, je crois qu'il y a quelque chose... Enfin, voilà, la censure se retourne contre le censeur aussi. Il y a quelque chose qui renforce l'antisémitisme. Vous voyez bien, on ne peut pas parler des vrais sujets, etc. Et je vais quand même parler des politiques... certes, ils peuvent pas se défendre, mais en fait, ils ont beaucoup plus de voix que moi, alors j'ai pas de problème à le dire. On a vu, oui, ce qui se passe depuis 7 octobre, ça a servi aussi, là on le voit très bien dans le cas des européennes, c'est le marché électoral de Sciences Po, mais aussi c'est un terrain d'affrontement. La lutte contre l'antisémitisme est un terrain d'affrontement entre partis politiques, soit... parce qu'ils n'ont pas d'idée de quoi faire ou parce qu'ils n'ont pas d'imaginaire, soit c'est pour dire c'est l'autre le problème. Pour moi, on l'a vu très clairement dès le 7 octobre, très peu de temps après le 7 octobre, on a eu d'un côté Gérald Darmanin qui disait « j'interdis les manifestations pour la Palestine », ce qui est une vue ancienne de la droite depuis 2014. Il faut les interdire tout simplement, ce que je trouve dégueulasse. C'est dégueulasse. Il faut pouvoir exprimer sa solidarité, il faut pouvoir dire c'est pas normal ce qui se passe. Et c'est au quoi a répondu Jean-Luc Mélenchon à propos de la manifestation du 12 novembre contre l'antisémitisme. Ceux qui vont se rendre à la manifestation le 12 novembre sont les soutiens du massacre en cours. Donc on a mis dos à dos dans la classe politique. Comment? Je pense même qu'il a dit du génocide, qu'on était les amis du génocide si on était à cette manifestation. Et voilà, c'est cette idée-là. Et donc il y a une mise voilà, c'est mettre de l'huile sur le feu en fait ça. Dire ceux qui ont de l'empathie et pour les otages sont contre ceux qui ont de l'empathie pour les Palestiniens, ce qui est n'importe quoi. Beaucoup de gens ont une humanité assez grande pour dire mais en fait on est mal pour toutes les victimes, et par ailleurs qui n'oppose pas la lutte contre l'antisémitisme au soutien à la Palestine. C'est deux sujets différents. Il existe, ce discours, effectivement, il existe. Il y a certainement beaucoup de gens qui pensent comme ça, mais c'est un peu inaudible aujourd'hui. Moi, je trouve que c'était une bonne chose de ne pas mélanger dans ces assises les politiques et les associations et les cultes. Enfin, je veux dire, c'est deux niveaux différents. Et on sait déjà ce que vont dire les politiques. Qu'ils les reçoivent un par un, qu'ils auditionnent les partis. Mais de toute façon, entre eux, ça sera la cacophonie. On est quand même dans une situation un peu paradoxale aujourd'hui. C'est Marine Le Pen et c'est le Rassemblement national qui se pose comme le meilleur rempart des Juifs de France contre l'antisémitisme. Connaissant l'histoire de ce parti, c'est un peu
un peu étonnant, même si Marine Le Pen a mis au cœur de sa stratégie de dédiabolisation le fait de bannir l'antisémitisme. Donc c'est complexe. Les troupes n'ont pas nécessairement suivi. Dans nos enquêtes, quand on regarde le niveau d'antisémitisme, on voit qu'il est beaucoup plus marqué chez les proches du Rassemblement national, ses électeurs, et si ça remonte un tout petit peu du côté de l'extrême gauche. Enfin, c'est aux deux extrêmes. Donc, il me semble que ça serait un dialogue de sourds d'avoir mis ensemble, si on avait mis ensemble les politiques de l'extrême gauche à l'extrême droite, plus ceux qui essaient de voir concrètement au jour le jour ce qu'on peut faire. Bon, sur les assises, voilà, c'est bien, ils parlent, ils condamnent l'antisémitisme, on va voir ce qu'ils font comme action concrète, c'est ça qu'on veut. J'en profite pour dire, voilà, on avait promis, il y avait Pape Ndiaye, lorsqu'il était ministre de l'Éducation, parlait d'un rapport pour comprendre ce qui s'est passé dans l'école publique, pourquoi les élèves juifs ont fui le public. Il a annoncé ce rapport il y a quelques années, je ne me rappelle plus exactement. Est-ce que cette étude a disparu avec lui? Est-ce que ça va sortir? Voilà, il y a eu des mesures qui ont été annoncées, on aimerait bien qu'elles arrivent. Ça, c'est important de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'école publique vis-à-vis des élèves juifs? Si Pape Ndiaye nous écoute et qu'il a des nouvelles du rapport, ça nous intéresse. C'est une question qui fait toujours beaucoup de bruit, mais on en a parlé. On voit justement l'antisémitisme plutôt extrême droite et puis extrême gauche. Oui, ça remonte des deux côtés. Voilà. Alors l'extrême droite, entre guillemets... Je parle des électeurs et des sympathisants. Là, oui, voilà, bien sûr. Mais on comprend, notamment avec l'héritage de Jean-Marie Le Pen, typiquement, qui a été condamné à plusieurs reprises. La gauche, ou l'extrême gauche et la gauche, on se dit, la gauche de base est plutôt antiraciste, de manière générale. Quand on prend globalement la gauche dans nos enquêtes, on voit qu'elle est nettement moins antisémite que la droite. C'est simplement quand on creuse un peu dans les détails et qu'on regarde du côté des extrêmes. Et tout dépend aussi de ce qu'on appelle antisémite. Là, je parle de l'adhésion aux beaux vieux préjugés antisémites, c'est-à-dire associant les juifs au pouvoir, à l'argent, au communautarisme, à la double allégeance pour les juifs de France. Israël compte plus que la France. Et là, donc, on a une courbe en U et qui remonte beaucoup plus à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Mais quand même, à l'extrême droite, l'ennemi principal, ce n'est pas les juifs. En fait, quand vous regardez la proportion d'antisémites, disons que vous êtes ceux qui ont des notes élevées sur nos échelles d'antisémitisme, on est à 55, disons à peu près au-dessus de la moyenne qui est 38. Mais quand il s'agit des échelles d'aversion à l'islam ou des échelles de rejet des immigrés, là on est chez les proches et les électeurs de Marine Le Pen à 78 et 90% quelquefois. Donc, il y a plus d'antisémitisme, mais on n'est plus dans les années 30. Leur ennemi principal, c'est l'immigré, l'étranger, le musulman. Alors, juste plusieurs questions du chat. Qu'est-ce qu'on entend dans ce cas-là, dans ce cas-là précis, par extrême gauche? Il y a deux questions qui nous demandent de qui est l'extrême gauche quand on parle de ça. On a deux indicateurs. D'abord, on demande aux personnes de se classer sur la bonne vieille échelle qui va de la gauche à la droite en 7 godets. Et ceux qui se mettent dans la dernière case à gauche, c'est ça qu'on appelle l'extrême gauche. Ceux qui se mettent dans la dernière case à droite, c'est ça qu'on appelle l'extrême droite. Sinon, il faut raisonner en termes de parti et ne plus utiliser ces termes. Et à ce moment-là, on a la France insoumise. Du côté des sympathisants de la France insoumise, ça remonte. Et du côté des proches, des sympathisants du Rassemblement national, c'est ça que je mets à l'extrême droite. Les autres, Reconquête, ça ne pèse pas assez dans un sondage de 2300 personnes. Et de même que les proches d'Arlette Laguillet, il n'y en a pas assez. Peut-être une dernière question. Il faut que je la choisisse. Je ne sais pas laquelle je choisis. Allez, on va essayer de finir sur une note un peu d'espoir. De manière générale, dans tout ce débat, les associations, le gouvernement aussi, appellent à un sursaut, c'est le mot cité, contre l'antisémitisme en France. Est-ce que... Alors, je suis peut-être une tendance un peu défaitiste, c'est très personnel. Est-ce que ça vous paraît possible, dans un tel climat de tension, tel qu'il existe aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une union ? Alors, une union, vous savez, une société, elle est toujours traversée de contradictions, de combats et de choses qui sont dynamiques ou qui ne le sont pas. Donc, je ne sais pas si c'est une union. En tout cas, le sursaut,
il est possible, dans la mesure où il y a ce qui se passe dans le débat public tel qu'il est structuré, et aussi parfois des réalités qui sont beaucoup moins violentes, qui sont beaucoup plus nuancées lorsque l'on discute avec les gens. Et je pense qu'un des drames dans lesquels nous sommes aujourd'hui, c'est qu'on est dans une forme de culture du clash, de culture où on a toute une série de responsables politiques qui ont fait le choix, pour des raisons stratégiques ou idéologiques, de surfer sur les passions. Et c'est bien cela qu'il faut réussir à renverser. C'est évidemment un travail qui doit se faire dans le champ politique, mais dans lequel le monde associatif et aussi le monde médiatique a une responsabilité particulière. Donc oui, moi je pense que il est possible, il est envisageable, il est, possible qu'il y ait ce sursaut et que l'on quitte cette situation de tension extrême que nous vivons dans notre pays, mais qui est une tension extrême qui ne concerne pas que le sujet dont on a parlé aujourd'hui, qui ne concerne pas que la question de l'antisémitisme. Quand vous regardez les questions de racisme dans ce pays, on voit bien comment aussi il y a une excitation du racisme dans ce pays depuis des années, qui d'ailleurs, excitation, qui amène certains responsables politiques ou certains intellectuels à jouer de la concurrence entre les deux en disant écoutez, regardez, hein, certains vont dire mais, eh ben voilà, encore une émission contre l'antisémitisme. Et vous, voyez, on parle jamais de vous. Il y en a qui vont le dire. Oui, il y en a et d'ailleurs, qui le disent. Et quand vous ferez une émission, mais bien sûr, mais c'est même pas c'est tellement automatique. Et si vous faites demain une émission contre le racisme, certains vont dire évidemment, mais là, comme par hasard, on ne veut pas parler d'antisémitisme parce que là, ça vous gêne. Et je pense qu'il faut sortir de cette situation et de ces imprécateurs qui viennent comme ça à chaque fois, utiliser ces champs, non pas pour faire baisser la haine, mais pour utiliser une haine, pour rajouter une couche de haine. Quand on lutte contre l'antisémitisme, c'est pour qu'il y ait moins d'antisémitisme. C'est pas pour dire il y a un problème avec les Arabes dans ce pays, si je faisais vite. Quand on lutte contre le racisme, c'est pour qu'il y ait moins de racisme. C'est pas pour dire tout ça c'est de la faute des Juifs. Hein, je pense que c'est un peu une borne, un repère à avoir. Pourquoi lutte-t-on contre la haine? C'est pour faire diminuer la haine ou c'est pour rajouter une couche de haine supplémentaire dans la société? Et je pense qu'avec ce petit guide-là, souvent on évite de se perdre dans les débats. On a le temps de rajouter quelque chose? Allez, un dernier mot, chacun. Allez-y. Moi, je pense qu'on peut y arriver. Je veux dire que pour lutter contre la haine, regardez ce qui se passe en Israël. Au pire moment, il y a quand même des Palestiniens et des Israéliens qui continuent à dialoguer ensemble. Il y a des parents qui ont perdu leur fils ou leur fille à la guerre, le forum des familles endeuillées. Ils discutent ensemble et c'est par là que ça commence, par le bas. Il y a des femmes, il y a des combattants de la paix, il y a même des combattants palestiniens et israéliens. Donc, si eux peuvent le faire, alors nous, on peut le faire. Et je vois en France, il y a des associations comme les Guerrières de la Paix, elles sont tout à fait capables de faire discuter ensemble. Si on prend tous les travaux sur le racisme, le bon vieux Gordon Allport, dans les années 50 aux États-Unis, il disait la seule manière de lutter contre les préjugés, c'est sa théorie du contact, c'est de travailler ensemble sur un pied d'égalité à un projet commun entre personnes de culture, d'origine, de religions différentes. C'est exactement ce qu'on doit faire et je pense qu'on peut le faire. Moi aussi, je pense que il n'y a pas le choix, il faut le faire. Donc oui, la tâche est immense, c'est mal emmanché, ça c'est sûr. Mais voilà, espérons que de ces assises ressortent des systèmes pour que des étudiants juifs rencontrent des étudiants non juifs. Même s'ils ne sont plus à l'école publique, c'est quand même possible d'organiser des rencontres. Espérons qu'on repense les programmes scolaires sur la question de l'antisémitisme en décentrant de la question de la Shoah. Qui ne permet pas de comprendre, l'expression paroxystique du phénomène ne permet pas de comprendre le phénomène. Et par ailleurs, également sur les questions des autres racismes, qu'on ait une vraie exploration de ce que ça a été la colonisation, la traite des Noirs, et d'autres histoires encore, d'autres génocides, et en fait qu'on propose un vrai programme antiraciste. Et j'utilise vraiment ce mot-là pour dire combattre le racisme à l'école. Et il y a beaucoup de choses à dire. Et pour ça, il faut des moyens. Donc le fait d'en enlever va amplifier le problème, en fait, comme c'est la tendance actuelle. Donc pour ça, voilà, il va falloir, je l'espère, que ces assises disent on alloue de l'argent
conséquent pour vraiment qu'il y ait un changement sur les questions de racisme, tous les racismes, toutes les formes de racisme en France. Effectivement, l'éducation, on n'en a pas trop parlé, mais c'est un sujet qui aurait été aussi hyper intéressant. Malheureusement, il est déjà 19h05, mais avec plaisir, si ça vous a plu et que vous voulez revenir, ce sera avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler de toutes ces questions pas faciles. Donc, Dominique Sopo était la présidente de SOS Racisme, Nona Mayer, chercheuse en sciences politiques et spécialiste de sociologie électorale, notamment extrême droite, racisme et antisémitisme, et puis Jonas Bardot, formateur contre l'antisémitisme, militant et membre du collectif Golem. Merci beaucoup à tous les trois.